Bonsoir, bonsoir et aussi bon après-midi. Bonjour à Montréal au Canada et bonsoir à Genève. Aujourd'hui nous avons un premier match pour deux équipes qui commencent le concours interuniversitaire de l'AE. Ils sont au groupe C. Deux équipes qui vont débattre sur un sujet reçu il y a une semaine en rapport avec les arts dans les pays de la francophonie. Pour ce match, nous avons deux équipes de deux étudiants et étudiantes qui vont pouvoir savoir aujourd'hui quelle est la position qu'ils vont avoir sur ce match. Mais avant de, bien sûr, procéder à l'allocation des positions par tirage au sort, nous leur demandons de se présenter eux-mêmes. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Thomas Connor. Bienvenue. Bonjour, très content d'être ici. Première participation de l'Université de Genève à la Ligue mondiale. On a attendu, mais comme on dit généralement, les meilleurs pour la fin. Très heureux enfin de pouvoir allier à nos compétences rhétoriques et oratoires cette compétition qui manquait à notre palmarès, que ce soit pour des victoires ou une participation. On est extrêmement heureux. Merci beaucoup. Bienvenue à Montréal. Bienvenue. Bonjour, je suis également très honorée d'avoir la chance de participer à ce concours. J'aime tout ce qui est concours de plaidoirie ou les petits débats. J'espère que cette expérience va m'enrichir et puis j'ai hâte à découvrir l'expérience. Merci. Bienvenue. Nous avons également à Genève Mademoiselle Iba Ala Abli. Bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour ce concours. Je suis très contente d'y participer parce que je pense que c'est un des seuls concours qui peut vraiment se prévaloir d'être international et avec tous les continents qui sont représentés. Voilà, je suis très contente de faire partie de l'aventure. Merci. Et nous avons également du côté de Montréal Mademoiselle Mazounab Puyane. Oui, alors bonjour à tous. De même, je suis extrêmement ravie de participer à ce concours. Pour moi, c'est un prestige et notamment une exigence pour moi-même de participer. Et je suis notamment très heureuse de représenter pour la première fois mon université qui, pour le coup, m'a beaucoup apporté tout au long de mes études supérieures. Et peu importe où j'irai dans cette compétition avec ma camarade, j'aurais été tout à fait ravie d'y participer et je serai encore plus de débattre. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue. Nous saluons également le troisième membre. Notre match pour l'équipe de art visuel polynésien francophone devrait être reconnu comme patrimoine mondial immatériel. Partagez mon écran pour le tirage au sort des positions. Donc, vous allez voir sur votre écran une roue avec les doubles drapeaux des institutions que vous représentez. Normalement, vous devriez voir le double drapeau de l'Université de Montréal et celui de l'Université d'être en faveur de la motion ou soit d'être contre la motion. Qui en faveur commencera avec la première introduction de 4 minutes. Donc, maintenant, nous allons savoir qui va défendre quelle position sur ce sujet. Pour ce, elle commencera avec la production de 4 minutes. Et donc, on est-ce que oui, est-ce que alors je sais pas si vous avez bien entendu, l'Université de Genève va défendre la position en faveur et l'Université de Montréal va défendre la position contre. Vous avez bien entendu? Oui, OK. Donc maintenant, je remets oui, allez, oui, parfait. Je vais partager encore mon écran pour les 5 minutes. Et puis, vous pouvez couper caméra et micro si vous le souhaitez pendant ces 5 minutes.
Et donc, on a quelques informations avant qu'on commence le match. Monsieur Sanchez, allez-y. Oui. Bon, tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à votre premier match. Avant de commencer, je vais préciser quelques détails. Donc, tout d'abord, voici les cartons que je vais utiliser. J'emploierai le carton jaune quand il ne vous restera que 30 secondes. Et puis, quand le temps sera fini, j'utiliserai celui-ci. Vous pouvez finir votre prestation, mais il n'est pas conseillé de s'étendre. Alors, pour ce qui est de la phase d'introduction, et désolé, vous aurez 4 minutes. Donc, nous allons commencer avec l'Université de Genève. Je vous donne la parole. Vous m'entendez bien? Oui, Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, recevez mes salutations les plus respectueuses. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour ancrer dans un système déjà fourni quelque chose, une tradition qui aurait déjà dû y être. La place de la culture actuelle est menacée. Elle est menacée par des enjeux technologiques, la montée de l'intelligence artificielle. Elle est menacée par des enjeux écologiques, le réchauffement climatique, le frein face au développement durable. Elle est menacée face à des enjeux économiques, la mondialisation qui se fait toujours le train d'enfer qui va à l'encontre des petites gens. Face à cette difficulté de la culture, il est temps de reconnaître l'art visuel polynésien, francophone, comme patrimoine mondial immatériel. Le plan d'argumentation de notre équipe se fera en 3 temps. Tout d'abord, je vous expliquerai comme l'argument de la sauvegarde permettra d'effectuer une sauvegarde de l'art polynésien grâce à son inscription au registre du patrimoine mondial immatériel. Un deuxième argument sera celui de la plus-value économique. Et enfin, le troisième argument sera celui de casser les pierres, terme accrocheur, mais qui prendra toute sa substance lorsqu'il sera énoncé. Enfin, une dernière allocution vous permettra de synthétiser le débat et de répondre aux injonctions. Je commence avec mon argument qui est celui de la sauvegarde que je développerai en 3 temps. Passé, présent, futur. Je le disais, la culture est menacée et l'art polynésien francophone, l'art visuel, n'y fait pas exception. Il est question, lorsque l'on parle de l'art visuel polynésien, de toutes les traditions, qui soient du registre du tatouage, qui soient du registre de l'ornement, qui soient du registre de la peinture, qui méritent une reconnaissance de l'UNESCO, une reconnaissance d'art nécessitant d'être préservé. L'argument de la sauvegarde vient donc naturellement. Mais la sauvegarde ne veut pas dire figer sans considération pour les générations futures et passées. D'où ce premier sous-argument du passé. Il faut arrêter la vitrification. Lorsque l'on parle de vitrification, on parle de cette considération par rapport au passé de ce qui devrait faire l'objet d'une reconnaissance véritable. C'est-à-dire qu'en figeant la transmission, on ne laisse pas l'art visuel aux confins d'une échoppe, aux confins de quelque chose qui n'a pas la hauteur, la noblesse de cet art qu'il mérite d'être préservé. Il faut donc arrêter cette vitrification qui dure depuis un certain temps et l'ancrer dans le présent. D'où la seconde partie de cet argument, le présent, il faut agir actuellement. Toutes les personnes qui ont agi pour préserver une culture, toutes les personnes qui ont agi pour préserver une tradition, toutes les personnes qui ont agi pour préserver ce qui pouvait être menacé d'un danger potentiel, ont toujours regretté de ne pas avoir agi plus tôt. La préservation vient lorsque le danger n'est pas encore établi. Nous disions que la culture est menacée, mais le danger est à venir. Il faut donc agir désormais pour préserver. Et pourquoi préserver? C'est mon sous-argument du futur. L'art visuel et la culture fondent le tissu social d'une société. Ils fondent le tissu des relations qui doivent permettre
fondamentalement de relier les individus à travers une culture. Si l'art visuel polynésien venait à succomber aux risques technologiques, environnementaux, juridiques, économiques, alors c'est toute une génération et tout l'avenir d'un pays, et donc, par sa richesse culturelle, de l'Organisation internationale de la francophonie et du patrimoine mondial de la francophonie, qui serait laissé sans repère. Sans repère, il n'y a rien que les ruines. Et nous ne voulons pas que les ruines s'abattent. Merci beaucoup. Maintenant, je donne la parole à l'Université de Montréal. Juste avant de donner la parole, sachez qu'il y a un peu des problèmes tout. Le match est enregistré sur WebEx. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut partager l'enregistrement. Moi, la connexion n'est pas bonne, mais M. Macias, il a pas de problème. Donc voilà, vous pouvez continuer, M. Sanchez-Cortez. Merci. Donc, je donne la parole maintenant à l'Université de Montréal. Est-ce que tout le monde m'entend? Il n'y a pas de bug? Oui, allez-y. D'accord, merci beaucoup. Oui. Honorables membres du jury, chers camarades, chers collègues, c'est avec une profonde humilité aujourd'hui, mais une détermination sans faille, avec une grande fierté que ma collègue et moi nous tenons devant vous aujourd'hui pour interroger sur le dessin d'un héritage qui dépasse les simples frontières de l'esthétique. En reprenant les arguments de mon cher collègue adverse, je voudrais étayer notamment le fait que certes, la culture reste menacée de nos jours, mais cependant elle évolue constamment. Ainsi, on se pose réellement la question si le fait de la placer sous le patrimoine mondial immatériel est réellement une nécessité. La tension fondamentale qui structure notre réflexion actuelle repose sur un pivot central. Ainsi, face aux arguments de notre adversaire, on voit qu'il y a une confrontation entre la souveraineté des communautés et l'institutionnalisation par l'État. Pour ce faire, on va vous présenter notre idée sur le fait qu'il faut déconstruire l'idée selon laquelle l'art visuel se porte tout simplement sur l'obtention d'un label administratif. Cela nous place dès lors au cœur d'une arène patrimoniale, un espace de tension où se négocie savoir, pouvoir et légitimité. Effectivement, trop souvent, l'art visuel est perçu sous un angle restrictif d'un objet statique exposé sous vitrine. Or, dans ce débat, qualifier l'art visuel de patrimoine, il s'agit de les règles et les transmissions, et notamment les autorités culturelles qui en donnent leur sens. De même, selon l'article 2.1 de la Convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, ce dernier s'entend par un patrimoine vivant, des pratiques, des représentations, expressions, connaissances et savoir-faire que les communautés reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Il s'agit en somme de déterminer qui détient la légitimité ultime de définir, de dire et de protéger l'art polynésien. Cependant, en le plaçant sous une certaine tutelle institutionnelle, est-ce que nous perdons peut-être pas cela? Nous soutenons que la problématique qui nous rassemble aujourd'hui ne relève pas d'un simple débat technique, mais d'une confrontation ontologique entre deux paradigmes antagonistes. Celui de la protection fondée sur la reconnaissance. Pour répondre à l'exigence de cet arbitrage, je vous propose une réflexion qui ne contente pas de célébrer un label, mais qui examine la reconnaissance internationale comme une zone de haute tension politique. Reconnaître l'art visuel comme patrimoine mondial immatériel, c'est tendre un bouclier aux communautés face à l'appropriation culturelle, tout en les plaçant sous une tutelle étatique qui pourrait diluer leur voix et leur histoire. En somme, l'UNESCO et le PCI. Afin de démontrer que cette reconnaissance internationale est un remède plus dangereux que le mal qu'il prétend guérir, nous décomposons notre analyse en 3 piliers de réfutation. Le piège de la métamorphose, le péril de la centralisation et la dépossession de l'autorité du praticien vers l'expert. Nous commencerons par démontrer comme le passage au statut de patrimoine dénature l'art qu'il prétend sauver. Nous analyserons les mécanismes de la folklorisation et du gel pratique, où la recherche d'une authenticité figée finit par sacrifier la dynamique vivante et la liberté d'innover des créateurs. Dans un second temps, nous interrogeons la légitimité de la représentation. Nous mettrons en lumière le risque d'une standardisation culturelle où la nécessité d'un symbole unique et exportable par l'UNESCO impose la norme, notamment de Tahiti, au détriment de la pluralité souveraine des archipels. En somme, nous perdons cette diversité dans l'art polynésien.
De plus, la déposition de l'autorité du praticien vers l'expert montre notamment que il y a un déplacement du pouvoir décisionnel. Nous prouvons par des comparaisons patrimonialisation créer un fossé entre la réalité du terrain et la norme institutionnelle transférant les autorités détenteurs du savoir vers les administrateurs et les experts. Par conséquent, le débat s'ouvre devant vous, n'oppose pas de tradition et modernité, ni visibilité internationale et isolement culturel. Il oppose deux conceptions du pouvoir sur le patrimoine. Allons-nous privilégier une reconnaissance encadrée par des logiques étatiques et diplomatiques ou défendre une protection enracinée dans l'autonomie des communautés elles-mêmes qui évoluent constamment depuis des siècles? C'est l'aune de cette tension fondamentale entre sauvegarde proclamée et souveraineté vécue que nous invitons à entendre l'ensemble de notre démonstration. Merci à tous. Merci beaucoup. Nous allons maintenant procéder à la phase de réplique. Et pour cette étape, vous aurez 2 minutes pour chaque intervention. Donc maintenant, je donne la parole à l'Université de Genève. Mesdames, Messieurs, il y a eu une confusion grandiose de la part de ma préopinante concernant tout d'abord la tutelle étatique. Il faut remettre dans son cadre la question de l'inscription de l'art visuel de la Polynésie dans le patrimoine mondial universel, immatériel. La question est celle de la préservation, et encore une fois, seulement de la préservation. Il vaut mieux préserver un art qui serait peut-être, et je dis bien peut-être, délocalisé que d'en perdre toutes les composantes. La culture reste menacée. Mais même avec l'inscription au patrimoine, la plupart des communautés, la majorité des personnes qui pratiquent cet art pourront continuer de le pratiquer. Mais au moins, un substitut de base sera conservé et protégé. Enfin, le peuple devra faire son choix final pour l'inscription au patrimoine. Il n'est donc pas question de détruire la légitimité de l'art ou de détruire la souveraineté de cet archipel qui lui-même a accepté de faire corps et qui doit sûrement accepter de protéger son art. S'oppose désormais à la souveraineté et à la légitimité mon second argument qui est celui de l'économie, qui repose en 2 points très simples. Tout d'abord, les mécanismes de fonds de l'UNESCO, les fonds de dépôt, le tourisme culturel qui apporteront en plus des plus-values économiques déjà présentes, une rentrée de fonds qui permettra non plus seulement de faire survivre cet art, mais de le faire perdurer. Et enfin, un point que ma préopinante n'a pas soulevé, mais qui propose toute son importance, c'est le côté macroéconomique de l'environnement, la protection des matériaux nécessaires à cet art, des bois précieux, du pandanus, de l'écosse de mûrier, tous ces éléments qui créeront un cercle vertueux du côté macroéconomique jusqu'aux praticiens le plus amateurs, qui permettront donc non pas une perte de souveraineté, mais la retrouvaille d'une souveraineté économique et culturelle. Merci beaucoup. Maintenant, je donne la parole à l'Université de Montréal. Est-ce que vous m'entendez, pardon? Ok. Oui, on vous entend. Mesdames et messieurs, pardon, je commence. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, chers adversaires, mon cher camarade vient de faire part de la préservation et de la délocalisation, ou encore, il a parlé de survie. Mais revoyons cela. On dit que classer, c'est sauver, que patrimonialiser, c'est honorer. Mais permettez-moi de poser une question. Que devient une culture lorsqu'on la transforme en un dossier administratif? Cette reconnaissance n'est-elle pas au fond un cadeau empoisonné? Le danger ici n'est donc pas de mettre en avant une culture, mais plutôt ce que les intentionnistes appellent le spectacle de la culture. La reconnaissance internationale n'est donc pas un simple hommage, elle déclenche un processus de patrimonialisation. C'est un passage brutal d'une pratique vécue à un objet à préserver. Ce passage, loin d'être neutre, transforme ce qu'il prétend sauvegarder. Prenez l'Ori Tahiti ou le Matitiki Marquisien. Ce sont des liens sacrés entre les vivants et les ancêtres, mais dès qu'ils entrent dans un registre international en glissement sous pair. Ce qui est transmission intime devient performance publique. D'un côté, on crie le patrimonial correct, validé par l'institution, et de l'autre, on marginalise les formes hybrides et contemporaines. C'est ce qu'on appelle le risque de folklorisation. Le marché et le tourisme exigent du lisible, du reproductible et du stage. Mais
La pratique ne vit que pour elle-même, elle se met en scène pour répondre aux attentes de ceux qui la contemplent. Et comme si cela ne suffisait pas, il apparaît le risque du gel. Inventorer, c'est fixer. Créer un référentiel, c'est créer un canon. Or, une culture vivante n'est pas un monument de pierre. Elle respire, elle change. Et un établissement, elle établit une version officielle de l'authenticité. Toute innovation devient donc une trahison. On protège la forme, mais on tue la dynamique. Ainsi naît un paradoxe redoutable. En voulant protéger la tradition, on rigidifie le geste. La souveraineté culturelle s'efface devant un cadre normatif. La culture cesse donc d'être uniquement régulée par ceux qui la vivent et par ceux qui la classent. Et au bout de ce processus, que reste-t-il? De l'embaumement. Ce n'est plus la disparition qui menace la pratique, mais sa transformation en objet figé. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, je donne la parole une fois encore à l'Université de Genève, cette fois-ci pour la seconde réplique. Honorable juré, mes très respectables collègues, je vous comprends. Mais il y a une chose très importante qu'il ne faut pas oublier. L'UNESCO appartient à tout le monde. Je sais que vous pensez que cet art disparaîtra, cet art ne sera plus respecté parce qu'il sera figé. Mais je vous assure, lorsque l'on lit la Convention de 2003, des chaînes seront brisées. Des chaînes ont été brisées en 2003, les chaînes des pierres. Et c'est bien ça mon argument. Cette convention de 2003, qui a permis la création du concept de patrimoine immatériel, a pu briser l'hégémonie européenne due à l'adoration de ce qui est tangible, bâti dans la pierre. En outre, la convention a permis de briser ces pierres. Tantôt, l'art était fondé sur l'architecture qui était tangible. L'Occident s'en est servi pour imposer son hégémonie. L'hégémonie des cathédrales, des musées, la muséification de l'art. L'art qui, lui, est censé être contre un verre, est censé être figé dans la pierre. Et c'est cet patrimoine immatériel qui permet que cet art ne soit plus figé, que cet art puisse inclure tout le monde, partout dans la terre. Parce que vous l'avez dit, certes, l'État entre dans les négociations, mais il n'est que facilitateur. C'est les communautés qui sont au centre. Cette convention a permis la rupture avec l'injustice et le mépris du colon, le mépris qui considérait son art comme le seul important. Mesdames et messieurs, article 2, le patrimoine culturel immatériel est recréé en permanence par les communautés et les groupes. Mesdames et messieurs, l'art n'est plus figé, l'art n'est plus la pierre, alors bâtissons-le ensemble. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, je donne la parole à l'Université de Montréal pour la seconde réplique. Vous m'entendez? Mesdames et messieurs, membres du jury, chers camarades, reconnaître un patrimoine à l'échelle mondiale n'est jamais un acte neutre. C'est un acte de sélection. Et toute sélection impose une hiérarchie. J'en viens donc à un péril plus direct et plus profond encore, celui de la centralisation symbolique. La question est simple. Qui parlera au nom de cet art polynésien dont vous faites mention? La reconnaissance impose une représentation unifiée, ne l'oublions pas. Pour qu'une candidature soit recevable devant l'UNESCO, l'État porteur doit produire un récit cohérent, stable et lisible. Il doit donc condenser la réalité, souvenez-vous-en bien. Or, la culture polynésienne est par essence archipélagique, et une polyphonie différente entre la société, les Marquises, les Australes ou les Gambiers. Mais la logique internationale, elle, on exige une synthèse. Elle transforme donc une mosaïque vibrante en un emblème unique. Elle ne cherche pas la diversité. Elle cherche plutôt un symbole exportable. Ainsi, dans ce processus de condensation, une dynamique gravitationnelle s'opère. Le centre devient la norme. En Polynésie, le cœur battant des institutions est à Tahiti. C'est là que se concentre le pouvoir de légitimer ce qui est beau ou soi-disant authentique. Prenons l'exemple du Ori Tahiti, parce qu'il est déjà structuré par le conservatoire de Païtété, parce qu'il possède un répertoire formalisé. Il devient naturellement la référence. Mais face à cette force de frappe institutionnelle, ne l'oublions pas, que deviennent les spécificités du pays, du
du mangareva, des variantes sacrées ou des australes. Ils deviennent des déclinaisons. La pratique la plus structurée devient donc la référence nationale. Non par malveillance, mais par inertie institutionnelle. C'est ainsi que naît ce que nous appelons le pitoïsme, le mot tahitien pito, le nombril. Ici s'installe une logique où le centre se constitue comme l'unique point d'autorité. Ainsi, en voulant mettre en avant comme ce que vous dites le patrimoine, on risque d'étouffer la richesse de ces archipels sous le poids d'un standard tahitien. Merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant procéder à la phase des conclusions. Et une fois encore, vous aurez 2 minutes pour chaque intervention. Et je donne la parole à l'Université de Genève. Mesdames et messieurs, c'est bien là la révolution de la Convention de 2003. Ce que ma préopinante a cité, c'est des choses justement que l'on peut inclure dans ce patrimoine immatériel. Ils nous ont parlé précédemment de métamorphose de la légitimité et de la souveraineté. Ils nous ont parlé de l'administration de ce dossier. Mais mesdames et messieurs, tout ceci ne fera que garantir l'effort. Oui, l'effort de bien comptabiliser, de bien répertorier toutes ces pratiques. Vous avez parlé de spécificité, mais qu'est-ce qui nous empêche d'inclure ces spécificités-là? Qu'est-ce qui nous empêche d'en faire un dossier qui est vivant, un dossier qui est en métamorphose constante, conformément à l'article 2 de la Convention? Rien. Et c'est pour ça que l'on devrait tous travailler ensemble. Et c'est pour ça que tout ceci est important. C'est pour cela qu'on a parlé de la préservation en 3 temps, celle dans le passé, dans le présent, dans le futur, et de la plus-value économique. Parce que oui, nous avons besoin, nous peuples, nous qui minorités qui faisons partie de ces grandes métropoles, nous avons besoin de cette économie-là, nous avons besoin de ces éléments-là. On va rétablir l'honneur face à la pierre, on va rétablir la vie face à ce qui est mort, on va rétablir la vérité que l'art n'est pas juste cathédrale, n'est pas juste musée. Alors bien, c'est respectable, bien évidemment, mais il y a autre chose. Il y a des traditions vivantes, les traditions dans le monde entier, dans tous les continents, que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit en Polynésie, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit en Amérique du Sud. Tous ces arts-là sont importants. Et c'est bien pour ça que cette inscription est importante. C'est bien pour ça que cette inscription, nous devons y travailler tous ensemble. Cela ne veut pas dire que l'art polynésien s'arrêtera ici. Cela va juste dire qu'on pourra lui rendre ses lettres de noblesse. Alors certes, on pense maintenant à des fioritures, mais des fioritures qui doivent être incluses dans le dialogue, parce que c'est grâce à ça que l'on peut avancer et inclure tous les arts et être le plus inclusif possible. Mesdames et messieurs, l'UNESCO n'appartient à aucun pays. L'UNESCO appartient à la communauté mondiale. Et la communauté mondiale n'inclut pas seulement les pays que nous connaissons tous un peu trop. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, pour finir, je donne la parole à l'Université de Montréal. Honorables membres du jury, chère équipe adverse, en cherchant à définir une version authentique de l'art polynésien, la civilisation peut imposer une norme officielle au détriment des transformations contemporaines portées par les artistes eux-mêmes. La reconnaissance internationale ne doit pas être le paravent d'une captation politique ou commerciale par État, mais doit rester le socle de l'autonomisation culturelle d'un peuple. Nous ne plaidons pas contre la reconnaissance par principe, mais contre l'illusion de la neutralité. Derrière le label prestigieux du patrimoine mondial se profile un double mouvement. Protection affichée, administration effective. Reconnaître l'art visuel polynésien, c'est certes ériger un bouclier symbolique contre l'appropriation culturelle, mais c'est aussi enclencher la machine de la patrimonialisation. Inventorier, normé, stabilisé. C'est ce qui était geste vécu devient dossier, ce qui était transmission organique devient référentiel, ce qui était relation sacrée devient objet d'évaluation. La folklorisation ne détruit pas brutalement, elle réduit. Le gène ne il immobilise. En voulant protéger le mouvement, le ralentit. Et dans ce processus, la souveraineté culturelle se déplace. Elle quitte les praticiens pour rejoindre les experts, les ministères, les commissions. L'art vivant devient patrimoine administré. À cela s'ajoute le risque d'homogénéisation. Parler d'un art visuel polynésien unique, c'est aplanir les tensions, les langues, les cosmologies distinctes des marquises, des australes, de Manguevara, comme l'a pu dire ma chère collègue. C'est potentiellement renforcer une centralité tahitienne déjà contestée dans une logique que certains nomment le pitoïsme.
Enfin, le mécanisme serait profondément interétatique. Ce sont les États qui déposent les candidatures auprès de l'UNESCO, comme je tiens à le rappeler. Ce sont eux qui cadrent, sélectionnent, arbitrent les communautés, participent certes, mais d'un dispositif dont elles ne maîtrisent ni les catégories, ni les critères, ni la temporalité. En voulant protéger contre l'appropriation, on risque une autre forme de dépossession, plus subtile, plus administrative, mais réelle. Car la culture n'est pas un monument, elle n'est pas vestige, elle n'est pas une vitrine, elle est relation, transformation, respiration, c'est un être vivant qui a le droit d'être libre. Permettez-moi de conclure par ces mots qui résument notre position. Le plus grand danger pour une culture n'est pas d'être regardée, mais c'est d'être figé sous le regard des autres. Merci à tous. Merci beaucoup. Et le débat est à présent terminé. Vous pouvez vous détendre. Hmm. Alors, si possible, nous aimerions connaître votre ressenti par rapport au débat d'aujourd'hui. Donc, vous aurez maintenant un peu de temps pour vous exprimer par rapport à votre prestation et aussi par rapport aux arguments avancés par l'équipe adverse ou et d'autres sujets d'intérêt concernant ce débat. En tout cas, je vous prie de faire bref. Et alors, je donne la parole à l'Université de Genève. Tout d'abord, très bonne entrée dans le bain. Sujet compliqué, sincèrement, qui fait très peur au premier abord. C'est des notions qu'on n'a pas l'habitude de discuter, surtout en tout cas dans mon cursus en économie, on n'en parle pas beaucoup. Relations internationales peut-être un peu plus, mais disons que c'est complexe. Euh, c'est interactif notre retour ou c'est juste un retour de nous-mêmes? Alors, vous pouvez commenter sur votre prestation ou sur la prestation de l'équipe adverse, mais dans le sens où, par exemple, l'équipe adverse a utilisé, par exemple, des exemples que vous aviez envisagés ou pas valoriser la qualité en soi. Euh, bah, C'était une ligne argumentative adverse qu'on aurait utilisée quasiment dans son intégralité si on avait été à votre position. Euh, Moi, j'ai juste une question sur le dernier rôle qui est celui de conclure et de réfuter. J'ai beaucoup aimé le dernier discours, mais j'ai l'impression qu'il n'entrait pas en écho avec ce qu'on avait dit. Typiquement sur un argument qui était ce sont les États qui décident. Deux discours avant, je disais justement, mais c'est le peuple qui devra accepter la votation. Euh, j'ai l'impression que les trois premiers rôles se répondent beaucoup et ont une vraie dynamique de fond. Et le dernier rôle, après je ne sais pas à quel point est-ce on a bien respecté les règles, mais j'ai l'impression que le dernier rôle fait un peu une synthèse qui ne rentre plus dans le débat, qui s'extirpe du débat et qui me paraît un peu sourde, sans bien évidemment aller à l'encontre de la qualité de la prestation de Madame, qui était très belle. Alors, vous voulez que je réponde d'abord ou vous voulez... Oui, allez-y, mademoiselle Massounab. Ouais. Je me permets le tutoiement, désolé. Enfin, vous parlez de manière plutôt générale, mais enfin, par rapport à mes prestations, en fait, c'était surtout le fait de répondre. Moi, mon ordinateur bug beaucoup. C'était notamment le fait en fait de répondre par la position du dossier de l'UNESCO dans le sens où en fait on prend pas assez la position en compte qu'en Polynésie française c'est surtout la France qui décide et que la France a beaucoup on va dire fait l'aveugle par rapport à ses territoires d'outre-mer. Donc en fait j'avoue que même moi la position de conclusion je l'ai pris moi parce que je voulais un peu laisser ma camarade se reposer sur les arguments qui étaient très bons je trouve, même pour vous en tout cas. Mais c'est vrai que cette position était un peu compliquée, je trouve, en conclusion, personnellement. Mais elle a répondu au fait qu'en fait, c'est la France qui décide et la France est très loin de la culture polynésienne de base et c'est beaucoup, on va dire, je pense que vous l'avez dû voir dans vos recherches, mais c'est beaucoup éloigné ça. Peu importe la position qu'on prend, personnellement, on remarque beaucoup ça. Et en fait, c'est vrai que dans la déposition du dossier, en fait, la France maîtrise pas totalement la temporalité, la position. Et c'est vrai que ça, on l'a beaucoup vu, notamment dans le cas je n'ai pas pu mettre cet exemple, mais dans le cas de Madagascar, qui est une ancienne colonie
rappelons-le, mais qui en fait a beaucoup perdu en déposant un dossier à l'UNESCO et en fait a perdu beaucoup de sa souveraineté culturelle. C'est pour ça qu'on a voulu beaucoup appuyer ce point de l'État, certes dépose un dossier appui, mais perd beaucoup de sa souveraineté culturelle qui reste notamment très important. Comme vos arguments étaient bien, peut-être j'explique très mal, je m'en excuse, mais c'est vrai que on a cherché à étayer ce point-là, notamment dans notre argument. Ouais, merci pour les explications. Pour être honnête avec Alors, vous, moi, j'ai trouvé le débat vraiment difficile. désolé. Ah, pardon. Je suis désolé de vous interrompre, mais Tamara avait levé la main. Pardon, Je ne sais j'avais pas pas. si c'est pour quelque chose J'ai de... dit- Pardon. Et pour un peu, il y a même en lumière tensions qui ne sont pas discutées au quotidien. Et je pense que peu importe la position qu'on a pu avoir avec nos adversaires ou mes camarades, je pense qu'on a défendre avec quand même pas mal de ténacité. Mais je pense que pour faire un retour sur ce qui a été débattu, je pense qu'un élément qui aurait pu être important, enfin intéressant en tout cas dans les arguments pour, je pense par exemple un point qui pourrait être, c'est pas une critique, mais vu que nous on a eu du mal sur la conclusion, je pense que dans les deux arguments, dans les deux côtés, il y a toujours une position qui est dure à défendre, mais un aspect qui est quand même plus privilégiant pour un bord ou l'autre. Et je pense qu'en fait, comme ma camarade, elle disait, oui, la conclusion, elle n'était pas très facile à mettre en place dans le sens où il y a beaucoup d'éléments, mais je pense que en fait, la globalité, elle était là, c'est qu'il ne faut pas oublier que on dit souvent qu'on veut mondialiser une certaine culture, qu'on veut la mettre en avant, sauf qu'on oublie souvent les entreprises, et comme on a parlé d'extractivisme culturel, qui ne font pas en sorte de bien décrire cette culture-là. Donc, je pense que le message qu'elle a voulu faire passer, c'est qu'au final, je suis désolée pour la musique derrière, c'est vraiment la librairie, mais juste pour vous dire, je pense qu'au final, en fait, le problème, c'est que on met souvent en avant une culture, mais sans réellement expliquer ce qu'il y a derrière. Et comme on a dit, les gardiens de cette culture ne sont pas mis en avant. Et donc, leur histoire et le récit narratif, il est souvent mal placé. Et du coup, voilà. Et aussi, par rapport à ce que mes camarades ils ont fait comme travail, je l'ai trouvé excellent. Et juste, je pense qu'en vrai, moi, pour, si jamais ça peut, pour les prochains débats, aider, je pense qu'à l'international, ça aurait été intelligent d'utiliser des exemples, comme par exemple, que ce soit au Brésil ou en Chine, ils ont certaines... Et en fait, ils ont les faire valoir une fois qu'ils ont pu les faire reconnaître. Parce qu'une fois qu'ils sont reconnus, bah, les institutions, ils leur donnent une certaine... Et une fois qu'il y a cette légitimité, bah, ils ont leur parole à dire, ces peuples-là, sur leur art ou sur leur patrimoine. Je suis désolée, je dois vraiment quitter, mais ça a été un plaisir de participer. Et j'ai vraiment hâte au prochain débat. Et puis encore une fois, bravo à mes camarades et merci au jury de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Je réponds Alors, rapidement pour répondre rapidement, les conclusions en général, c'est vrai qu'il faut se dire qu'on parle aux juges, hein. C'est la dernière chose qu'ils entendent de chacune des équipes dans la conclusion. Donc en général, les équipes elles résument ce qui a été déjà dit. Alors, elles n'avancent pas une dernière fois dans le débat, avec notre exemple. Donc comprenez que vous êtes là pour effectivement convaincre les juges de votre position. Et donc, même si c'est pas en réponse avec ce qui a été dit dernièrement. Donc il faut marquer l'esprit des juges avec la dernière chose que vous dites par rapport au sujet, qui peut être du pathos, du logos, du ethos, peu importe, mais en tout cas, c'est pas, la conclusion n'est pas une réplique par rapport vous pouvez bien sûr recentrer hein, une dernière fois le débat, mais essentiellement, c'est la dernière chose qu'ils entendront de votre équipe sur le sujet. Voilà. parfait. Et merci. Juste pour finir, vu qu'il nous reste 4 minutes, alors l'Université de Genève avait quelque chose à rajouter. Et juste pour terminer, Ah, moi j'ai trouvé ça super difficile parce que c'est pas du tout ma position. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Moi j'avais vraiment beaucoup d'arguments aussi pour la position adverse.
où je pensais qu'il allait faire voilà, quelque chose un peu sur le fait qu'on mentionne en fait la question de l'authenticité dans la convention et que l'authenticité en fait c'est quelque chose de très caricatural, je trouve comme élément avec lequel on visionne certains arts et voilà et on aurait pu même voilà, faire correspondre ça notamment aux objets d'art africains, à la restitution et le fait que du coup des fois en fait on voit de l'artisanat comme de l'art et voir de l'artisanat comme de l'art dans certains pays c'est très occidental aux entrées. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le débat et j'ai trouvé que c'était vraiment très qualitatif. Et j'ai aussi appris beaucoup de choses sur la Polynésie et sur les arts, ainsi que voilà, sur tout ce que vous avez dit. Moi, j'ai bu tout ce que vous avez dit, donc voilà. Et merci beaucoup pour l'organisation. Merci. Manos Masounab, vous vouliez rajouter? Ouais. Alors, je l'ai peut-être pas précisé avant, mais je tiens quand même à rajouter un point pour l'équipe adverse. J'ai adoré faire un débat avec vous. Je l'avoue, j'étais beaucoup stressée de commencer parce que je voyais un peu le panache qu'il y avait en face. Et je me suis dit, c'est quand même une bonne équipe adverse parce que j'ai vu que vous avez participé à plusieurs débats, etc. Donc, en fait, je me suis dit, même si je vais pas loin, comme j'ai précisé au début, je me dis, vous êtes quand même une équipe qui, en fait, marque le début et permettent moi de me challenger. Donc, en fait, j'étais extrêmement contente de participer avec vous en première parce que je savais que ça allait être riche et que vous alliez vous investir extrêmement. Donc ça nous a poussé notamment avec ma camarade à nous de plus s'investir encore plus. Donc c'était excellent comme débat. Moi aussi ça m'a beaucoup apprise et surtout ça m'a permis de me rapprocher des territoires d'outre-mer de la France parce que je fais partie notamment d'une île française, donc c'est la Corse. Et en fait, ça m'a aidé à voir un autre territoire et à m'intéresser à des choses qui sont à peu près similaires en Polynésie, notamment l'art comme la Corse, la langue, etc. Et c'est hyper intéressant de partager les deux points de vue, de partager avec des adversaires qui, voilà, s'ancrent dans un débat. Et c'était extrêmement intéressant et j'ai adoré débattre avec vous. C'était fluide, c'était simple, c'était dans le jeu en fait. Et vraiment, je vous remercie beaucoup pour ça. Merci, merci beaucoup. Merci. Juste pour vous dire, tout le match. Oui, allez-y, oui, quelques mots? Non, non. Le match est entièrement enregistré sur WebEx, hein, parce qu'il y avait des problèmes d'internet pour YouTube. Donc concrètement, après le match, je vais voir l'enregistrement, je vais le télécharger, je vais vous le partager aussi. Donc, comme ça, vous verrez votre propre prestation. Et ce sera aussi celui qu'on enverra au juge. Donc quand c'est enregistré sur serveur WebEx, c'est pas dépendant de ma connexion, c'est WebEx qui a meilleure qualité, on va dire, pour tout le monde. Donc voilà, donc vous recevrez un email avec le nouveau lien, comme ça vous pourrez visionner. Il sera sur YouTube aussi, hein. Et celui-ci. Et puis voilà, en espérant que la prochaine fois, il y aura moins de problèmes techniques. Vraiment désolé, c'est juste ici, peut-être qu'il y a des travaux dans le quartier, je ne sais pas. En tout cas, sachez que le prochain match, ce sera contre une des deux équipes dans votre groupe, l'Université Saint-Gor-Alexandrie, et l'autre équipe, c'est l'Université de Szeged en Hongrie. Donc ces deux équipes auront leur match jeudi cette semaine, et vous, dans 2 semaines, vous allez avoir un premier match contre eux, et ensuite contre l'autre équipe dans ce groupe-là. Voilà, vous êtes dans le groupe C. Oui, allez-y. Euh, j'ai juste une question. Vous jugez, vous, notre débat ou pas? Non, moi, je juge rien du tout, moi. Est-ce qu'on peut avoir un retour? Un retour, bah, en fait, concrètement, les juges, ils envoient des formulaires de notation. Ah, Ils écrivent entièrement, ils mettent les points, bien sûr, mais ensuite, ils donnent des commentaires. Les 3 juges, hein, ils ne se connaissent pas entre eux. Et puis ensuite, on vous envoie par email les 3 formulaires. Donc, concrètement, vous recevez un email avec les 3 juges évaluants et de l'autre côté aussi un email pour les 3 juges, les mêmes juges, hein, qui évaluent l'autre équipe. Donc concrètement, ils ont 2 jours pour regarder et re-regarder le match. mais un retour de votre part. Qu'est-ce que vous avez pensé Oui, de... alors je peux dire que c'est un très bon débat, que c'est un très bon début. C'est vrai que j'en ai vu plus de 1000 de matchs en 9 ans. Donc j'en ai vu beaucoup des débuts. Je peux vous dire que c'est, comment dire, c'est une bonne première prestation. Ce que je vous dirais, c'est bien sûr de réfléchir à la stratégie. C'est-à-dire à partir du premier match, ce que vous pourrez améliorer.
Donc, c'est ce que je dirais à n'importe quelle équipe, mais surtout, le premier match, c'est là où vous réfléchissez à ce que vous pourriez améliorer pour le deuxième match. Donc, comment lancer le match, comment répliquer, et bien sûr, la conclusion, c'est-à-dire comment faire en sorte de donner la dernière bonne impression. Voilà, au juge. Et bien sûr, ça peut changer, mais les choses qui marchent, vous pouvez les garder, et les choses à changer, vous pouvez vous dire, à partir aussi de réflexions des juges, hein. Les juges, ils vous diront là où il y a des points que vous pouvez augmenter, où c'est déjà très bien. Et n'oubliez pas, alors je peux vous dire, première chose, aucun des 3 juges ne vient de Polynésie française, hein. Donc là-dessus, vous pouvez être sûr qu'il n'y a pas de, il y a pas. L'année dernière, en fait, il y a eu une juge de la Polynésie française, mais elle ne vous juge pas sur ce sujet. Et volontairement, ce sont des personnes qui ont autant de connaissances que vous, mais qui vont juger plutôt l'éloquence, la recherche, et puis différents aspects, mais qui n'ont pas de point de vue particulier sur l'art polynésien qui doit être à l'UNESCO ou pas. Donc ça, ils n'ont pas de position là-dessus. Donc ils vont juste écouter ce que vous avez dit, et puis vous donneront des conseils, sachant que vous n'allez pas revoir ces juges, hein. La prochaine fois, ce sera 3 autres juges. Donc, à chaque match, 3 juges différents jusqu'à la finale. Donc, si vous allez en finale, vous serez évalué par 21 juges différents. Donc, voilà. Ça marche? Très bien. Merci. C'est bon. Super. Merci beaucoup. Et merci aussi d'avoir réservé les salles. Et puis, vous recevrez une semaine à l'avance aussi le prochain sujet, hein. D'accord? Ça marche. Merci. Merci encore. Merci, à Merci bientôt. beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.